Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être à la Dame à la licorne, au château fort et à Charlemagne, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, c'est-à-dire de l'année 500 en gros à l'année 1500, mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse pour qu'ils et elles vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils et elles vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 111, et ça fait beaucoup de 1, Charles et les vêtements civils à la fin du Moyen-Âge, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un peu une suite d'épisodes, mais pas avec le même invité, parce que vous l'avez vu dans le titre, on va parler des vêtements au Moyen-Âge, mais à la fin du Moyen-Âge. Et si vous vous rappelez, dans l'épisode 98, avec Léa Floïc, on avait parlé des vêtements carolingiens, donc on est un peu plus en haut Moyen-Âge, pour le dire rapidement. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Charles Bricou. Bonjour Charles. Bonjour Fanny. Alors Charles, tu es en dernière année de doctorat sur le sujet, attention, histoire du vêtement et ses accessoires dans le royaume de France, fin 12e, début 14e siècle, mais d'après ce que j'ai compris, ça a un petit peu changé les dates, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, dans le cadre de ma thèse, on restera sur ces bornes-là, mais dans le cadre de mes recherches, du coup plus personnelles, et notamment pour l'après-thèse aussi, je commence à bien élargir. On va partir plutôt du 11e siècle jusqu'au 13e siècle, donc en fait le Moyen-Âge central, globalement. C'est une de mes périodes préférées. C'est vrai qu'on aurait pu dire du coup au milieu du Moyen-Âge. Bon, on va dire quand même plutôt fin Moyen-Âge, parce qu'on verra qu'il n'y a pas énormément de différence entre les deux périodes. Et tu fais cette thèse sous la direction de Valérie Toureille à Cergy Université. Bien, première question vraiment très classiquement dans ce podcast, Charles. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ? Alors, pour comprendre pourquoi je travaille sur ce sujet, il faut un peu faire mon parcours universitaire et un peu personnel pendant ce temps-là, on va pas se mentir. Vas-y, raconte-nous ta vie. C'est exactement ça. Alors, il faut savoir que moi, là-bas, j'étais pas du tout parti pour faire de l'histoire dans ma vie. Clairement, j'ai fait des études pour être médecin. J'ai fait ma première année de médecine, qui, au final, ne m'a pas plu. On m'a proposé soit de redoubler, soit de partir en laboratoire, sauf que honnêtement, j'avais plus envie de partir dans la médecine. Le milieu m'avait pas plu et j'avais pas envie d'être dans des laboratoires. Moi, ce que j'aime, c'est le contact avec les gens et j'étais parti pour les soigner. Et d'aucuns diraient que enseigner, c'est soigner. Et donc du coup, moi qui ai toujours aimé l'histoire depuis que je suis tout petit en tant que passion, du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais me réorienter en histoire. Je vais faire de l'enseignement et de la recherche, parce que même en médecine, je voulais faire de la recherche. C'est toujours quelque chose qui m'a plu. Et donc du coup, je suis parti à Valenciennes pour faire une licence d'histoire et géographie. Donc j'insiste parce que c'est important, parce que c'est rare, les licences qui font vraiment les deux. En général, c'est des licences d'histoire avec quelques mineurs de géographie. Là, c'est vraiment 50-50, ce qui est vraiment intéressant. Donc ensuite, j'ai fait un master, patrimoine et ressources territoriales. Un nom très pompeux pour dire master d'histoire. Mais pas un master de recherche ? Si, en fait, il y a plusieurs voies dans ce master d'histoire. Il y avait une voie professionnalisante et une voie recherche. J'ai fait une voie recherche, effectivement. Donc, avec 2 mémoires en master 1 et en master 2 sur donc le vêtement déjà au XIIIe siècle, mais particulièrement sur les bourgeois. Voilà. Et donc, finalement, pourquoi une thèse ? Alors la thèse, parce que tout simplement, quand j'étais en licence et en master, je me suis dit « Ah tiens, c'est intéressant, ça me plaisait ». Puis avec mon ex, on voulait faire du GN, donc du jeu de rôle grandeur nature. On s'immerge dans une histoire, mais vraiment physiquement, en jouant avec notre corps et tout ça. C'est ça, exactement. Le but, c'est vraiment de faire de l'immersion dans une période. Alors, elle voulait plutôt faire du médiéval fantastique. Et moi, naturellement, je me suis dit, d'accord, mais on va faire aussi de l'histo sérieux. Alors, l'histo sérieux, à l'époque, c'est pas la même définition que moi j'ai aujourd'hui. Mais voilà. Et donc, au final, on s'est séparés. Donc, le côté GN est un peu disparu. Et moi, j'ai gardé le côté histo sérieux. Et donc, du coup, j'ai commencé la reconstitution comme ça. Donc, quand j'étais en fin de licence. Et en fait, quand j'ai voulu faire des recherches
pour créer mon costume, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait très peu de choses. Il y avait des travaux de reconstituteurs, beaucoup en ligne, des recherches scientifiques sur l'histoire du vêtement médiéval, mais qui datent vraiment très très longtemps. Le dernier gros livre sur le sujet, c'est Camille Enlard, fin 19e, début 20e siècle. Ah oui, quand même. Ouais, ça date un petit peu. Alors, entre-temps, l'histoire du vêtement est redevenue à la mode, etc. Mais sur le vêtement, au Moyen-Âge central, très peu de choses. Et donc, du coup, je me suis décidé à dire, ça serait intéressant d'aller pousser des recherches là-dedans, tout ça. Ayant toujours voulu faire de la recherche, je me suis dit, allez, c'est le moment. Et en plus, je me suis rapproché du coup des différents cercles de reconstitution et où, au final, naturellement, en suivant mes études universitaires et en me plongeant dans la reconstitution historique, les deux ensemble ont fait qu'effectivement, naturellement, l'envie de faire une thèse sur le sujet, tout de suite, c'est assez vite déclaré dès le Master 1, je pense. Et je renvoie à l'épisode que j'ai fait sur la reconstitution historique que j'ai enregistré à Provins. C'était un hors-les-murs où j'avais titré 24 heures avec une troupe de reconstitution. Ils m'avaient prêté une robe où j'étais vraiment avec eux. J'ai dormi sous la tente et tout ça. Et on parle beaucoup de ces choses-là, en fait, de comment est-ce qu'on se documente pour faire de la reconstitution historique. Et donc toi, qu'est-ce que tu souhaites apporter avec tes recherches ? Alors, ça peut se résumer en une phrase, c'est mieux connaître le vêtement. Si ce n'est connaître le vêtement, parce que effectivement, comme je l'ai dit, les dernières vraies recherches universitaires sur le sujet datent d'il y a très longtemps pour le vêtement au XIIIe siècle. Mais ça semble fou. Et je dis pas que tu as tort, bien sûr, et je te crois totalement, mais ça me semble incroyable que ce sujet n'ait pas été plus travaillé, parce que c'est ce qui intéresse vachement les gens, on en parle beaucoup dans les films et tout ça, donc dans le sens où c'est un sujet qui, quand on va parler d'histoire et de Moyen-Âge, va arriver très très vite, en fait, comment s'habillaient les gens à l'époque, donc ça me semble fou qu'il n'y ait pas de gens qui aient assez travaillé là-dessus. Alors, il faut savoir une chose, c'est que mes recherches s'inscrivent dans un pan historique plus large qui s'appelle l'histoire de l'objet. Voilà, on est dans donc cette histoire de l'objet, c'est donc connaître la matérialité d'une période, d'un sujet, etc. Et il faut savoir que l'histoire de l'objet, c'est quelque chose qui a pendant très longtemps, dans les recherches historiques, été mis de côté. On a beaucoup travaillé sur les grands personnages, on a beaucoup travaillé sur les faits sociaux, sur les mouvements sociaux, démographiques, etc. On a travaillé sur beaucoup de sujets, sur le temps long, mais au final très peu sur l'histoire de l'objet. Je vais pas refaire toute l'historiographie de l'histoire de l'objet, c'est pas le but ici, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez tardif. Il a fallu attendre de grands médiévistes et de grands historiens pour commencer à ouvrir la voie. Mais au final, et surtout en France, on est un peu à la traîne sur l'histoire de l'objet. C'est plutôt dans les recherches anglo-saxonnes qu'ils ont de l'avance sur le sujet. Mais voilà, donc pendant très longtemps, ça a été un peu mis de côté, et il faut savoir qu'en plus, du coup, double effet qui se coule, c'est que l'histoire de l'objet et donc l'histoire du vêtement peut intéresser les historiens pendant longtemps, mais en plus de ça, le Moyen-Âge central sur lequel je travaille, donc entre le XIe et le XIIIe siècle, c'est en plus la période médiévale la moins étudiée des trois. Alors que c'est celle qui a plein de sources. Moi, c'est pour ça que j'adore cette période. C'est que, en fait, j'en ai déjà parlé, auditeurs et auditrices, si vous écoutez, c'est le moment de la révolution de l'écrit. On écrit de plus en plus de choses. Donc, moi, j'adore cette période-là, vraiment. Bon, justement, en termes de période, pourquoi est-ce que tu as choisi cette période-là ? Et explique-nous sur quelle période tu travailles. Et aussi, sur quel espace géographique est-ce que tu travailles ? Parce que tu es pas sur le vêtement civil, sur le monde entier, quand même. Non, ça, c'est sûr. Du coup, alors pourquoi le Moyen-Âge central ? C'est la période qui m'a toujours plu. Alors, en plus, dans l'imaginaire, c'est toujours, quand on est enfant, c'est la période de l'imaginaire médiéval, la période des premiers châteaux en pierre, des chevaliers. Voilà, on est vraiment sur cette belle, en fait, sur la période qui est effectivement la plus belle du Moyen-Âge. Qu'on appelle le beau Moyen-Âge, c'est ça ? Exactement, ça c'est très français, de parler de beau Moyen-Âge, c'est une expression française, mais oui, effectivement, le Moyen-Âge central, on peut l'appeler le beau Moyen-Âge parce que c'est une révolution technologique et sociétale à tous les niveaux. Vraiment. Et c'est les moments des romans de chevalerie, ce genre de choses, enfin, le côté... J'avais vu un historien qui appelait ça le Moyen-Âge rose, en opposition au Moyen-Âge noir de l'époque de la guerre de 100 ans et de la peste. Mais là, c'est vraiment pour schématiser totalement. Oui, c'est ça, effectivement. On est vraiment sur une période effectivement très colorée, on en parlera tout à l'heure, mais on est sur une période très colorée, sur une période où effectivement il y a beaucoup de nouvelles technologies qui se mettent en place, effectivement, comme tu as pu le dire, sur la révolution de l'écrit, sur beaucoup de choses, vraiment même l'art gothique, qu'on devrait appeler l'art français, parce que c'est le nom à l'époque, l'opus franciscanum, c'est l'art français. Aujourd'hui on appelle art gothique, mais c'est un terme péjoratif pour le coup. Donc oui, effectivement, cette période-là est une vraie période charnière dans l'époque médiévale, et vraiment à tous les niveaux, et notamment dans le vêtement. Et donc, quel espace géographique est-ce que tu travailles ? Moi, mon sujet de recherche pour ma thèse, c'est la France. Donc la France, comme on l'entend, le royaume de France à l'époque, donc on est globalement sur les bornes géographiques d'aujourd'hui à quelques différences près. La Flandre, est-ce que la Flandre est vraiment française à l'époque ? Voilà, il y a des sujets à débat comme ça. La Savoie n'est à l'époque pas française, par exemple, mais on va dire c'est le royaume de France et les aires géographiques attenantes. Pourquoi ? Parce que la mode à cette époque-là est assez occidentale. On va plus parler de mode occidentale que de mode, même si à l'époque ils parlent par exemple les Anglais parlent de mode française,
thèse, mais aujourd'hui on sait pas à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, uniformément dans les sources, on voit une uniformité de la mode occidentale avec des particularités locales. Par exemple, les Espagnols ont une mode complètement différente, très influencée par le monde arabo-musulman. Les Italiens ont une mode très à part, mais globalement, le Royaume de France, l'Angleterre et le Saint-Empire romain germanique ont une mode qu'on peut qualifier assez commune. Voilà. Donc on va surtout parler de l'espace français, effectivement, même si tu as dit, j'imagine que tu regardes un petit peu les autres. Là, on va surtout parler dans l'épisode de l'espace français. C'est ça. Alors, le sujet de ta thèse, déjà, moi j'aime bien qu'on définisse les termes. Donc tu travailles sur le vêtement civil. Pourquoi cette précision de civil est importante ? Alors, c'est important parce que à l'époque médiévale, en gros, il y a 3 grands types de vêtements qu'on peut définir aujourd'hui pour l'étude. Il y a les vêtements religieux, donc ça inclut tous les vêtements liturgiques, donc les vêtements des prêtres, les vêtements aussi de tout le clergé séculier, les religieux qui vivent dans le siècle, donc les prêtres, les évêques, les diacres, etc. Et aussi tout ce qui va être donc le clergé régulier, donc les moines, globalement, tous les différents ordres monastiques. Voilà, donc ça c'est le vêtement religieux. Je m'y intéresse en dehors de ma thèse aujourd'hui, mais clairement il faudrait une thèse à part entière sur le sujet. Tu t'intéresses à tout en fait, j'ai l'impression, Charles. un peu, malheureusement. C'est un défaut en tant qu'une qualité, mais ça dépend quand, on va dire. Mais oui, effectivement, à côté, actuellement, je mène aussi des recherches sur le vêtement religieux. J'ai déjà pu faire plusieurs conférences sur le sujet, notamment avec des musées. Mais donc voilà, donc il y a le vêtement religieux, qui est un vêtement à part entière, le vêtement militaire, sur lequel travaille mon collègue et ami Nathanaël Dosres, qui fait sa thèse actuellement sur le sujet. Peut-être qu'un jour je le recevrai dans le podcast. C'est possible. Moi je dis ça comme ça, mais c'est possible. Ça serait intéressant, effectivement. Et donc là, on est vraiment donc sur la cotte de maille, le gant-bison, la lance, le casque, etc. etc. Et donc le troisième vêtement sur lequel moi je travaille, c'est donc le vêtement civil, c'est donc le vêtement des laïcs de la vie de tous les jours, pour faire simple. Et en fait, c'est les 3/4 des gens sur lesquels tu travailles. Oui, voilà, c'est ça, c'est gros, c'est fourni et c'est feuillu, on va dire, comme sujet. Et sachant qu'en plus, il y a des cas particuliers, c'est qu'en plus, il y a par exemple, tout ce qui va être les clercs, donc qui sont des religieux, mais qui, dans la vie de tous les jours, portent des vêtements civils, et les civils qui portent des vêtements militaires aussi, et par exemple, les ordres militaires, qui sont en plus et dans le vêtement militaire, et dans le vêtement religieux. Donc ça fait effectivement un peu complexe. Et est-ce que tu travailles autant sur les vêtements masculins et féminins ? Oui, complètement, effectivement. Dans mon sujet de thèse, dans mes mémoires, j'ai dû focaliser sur les vêtements masculins, parce que c'est ceux sur lesquels j'avais le plus cherché à l'époque, et en plus, un mémoire, c'est plus court, donc il a fallu que je concentre un peu mes recherches sur un sujet plus défini. Mais oui, dans ma thèse, je travaille effectivement sur les vêtements masculins et féminins. Et aussi, question importante, sur quelle couche de la société est-ce que tu travailles ? Sur quel type de vêtements ? Je travaille vraiment sur toutes les couches de la société. Quand je dis que mon sujet est feuillu, le sujet est vraiment feuillu. Je travaille vraiment sur toutes les couches de la société, donc j'aime bien dire ça, du mendiant à l'empereur. Voilà, pour faire simple. Et tout ça en quelques années de thèse. Mais en 3 ans, oui, j'insiste maintenant, parce que moi je suis pas d'anciennes thèses où on avait un temps infini, techniquement, pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, avec les nouvelles législations autour de la thèse en France, du coup, vu que j'ai un contrat doctoral, je suis financé, donc j'ai 3 ans. Voilà. On en reparlera à la fin de l'épisode. Alors, pour justement faire le lien avec l'épisode 98 que j'évoquais tout à l'heure, quelles sont les grandes évolutions pour les vêtements civils depuis l'époque carolingienne ? Alors, depuis l'époque carolingienne, donc globalement, on va dire fin de l'époque carolingienne autour du Xe siècle. Moi, mon sujet de thèse commence autour de la milieu-fin XIIe siècle, donc il y a, on va dire, quand même 2-3 siècles d'écart entre les deux. Il y a beaucoup d'évolutions. On va dire, pour donner un ordre d'idée, moi, sur mon sujet de thèse, donc un XIIIe siècle élargi, fin XIIe, début XIVe siècle, il y a 3 grandes modes vestimentaires sur cette période. Donc, en 100 ans à peu près, il y a 3 grandes modes. Donc, en 200-300 ans, il y a eu le temps d'avoir quelques modes entre les deux. Voilà. Mais si on doit donner la grande différence pour l'imaginaire entre une personne à la fin de la période mérovingienne et une personne du début de ma période, on est globalement sur un vêtement qui va être beaucoup plus long, dans un ensemble beaucoup plus ample aussi, il y a beaucoup plus d'ampleur dans le vêtement, beaucoup plus large. On est sur une mode, j'allais dire un peu moins cintrée, mais ça se discute selon si on est au début ou à la fin de ma période, donc je vais pas rentrer là-dedans. Les bijoux sont beaucoup plus techniques, c'est pas le mot, mais sont beaucoup plus... Travaillés ? Avec plus de fioritures, je vais plus le dire comme ça, parce que travailler, ils le sont déjà à l'époque, avec notamment tout ce qui va être l'insertion d'argent dans différents métaux, etc. Donc non, avec plus de fioritures, c'est plus ça. Donc voilà, globalement on est là-dessus. La grande différence, c'est surtout du vêtement plus long. La pilosité faciale va pas être exactement la même chez les hommes, mais voilà. Tu travailles aussi sur ça ? Oui. Mais... Mais Charles, faut choisir un moment, tu peux pas tout faire. Oui, je sais, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certains sujets dans ma thèse que je ne vais pas pouvoir développer autant que je l'aimerais, sur tous les accessoires par exemple. Mais la pilosité rentre, si on prend le vêtement
pas que comme un objet, mais aussi par ses usages, par sa fonction sociale. Et en fait, la pilosité rentre dans ce qu'on appelle, alors là je vais faire un petit point de définition, ce qu'on appelle le costume. Le costume, c'est pas spécialement, aujourd'hui on l'assimile au déguisement, alors qu'il y a une vraie distinction entre les deux même aujourd'hui, mais en fait le costume dans sa définition première, c'est tout ce qui habille le corps, et donc indirectement du coup avec toutes les fonctions sociales qui vont avec. Et donc si on prend cette définition du costume, la pilosité rentre clairement, en tout cas pour la période, rentre clairement dans le costume, dans ce qu'on appelle le costume au sens large. Dans mon podcast Passion Antiquité, où on parle d'Antiquité, j'ai enregistré un épisode sur la pilosité en Égypte ancienne. Et vous verrez que c'est très intéressant, on parle beaucoup plus de pilosité masculine que féminine dans l'épisode, vous pourrez l'entendre. Alors, revenons un peu au Moyen-Âge. Pour les vêtements que tu étudies, quelles sont les différentes pièces qui sont indispensables ? Si on voit donc, là on arrive à ta période, on a vu les évolutions, on arrive à ta période, on peut commencer déjà par un homme, comment il s'habille, quelles sont les pièces les plus communes ? On va même pouvoir parler pour les deux sexes, parce qu'on est... Alors, là je vais vraiment simplifier, on pourrait dire qu'on est sur une mode plutôt unisexe, avec des différences dans la longueur, dans l'ampleur, dans les usages, etc. Mais globalement, un vêtement masculin et féminin sur juste les vêtements de base, et j'insiste bien sur les vêtements de base, va globalement être similaire. Je vais commencer par les sous-vêtements. Alors là, pour le coup, c'est un sous-vêtement qui, actuellement, on pense que ce vêtement n'est que masculin. C'est ce qu'on appelle l'ébré, qui a donc une origine gauloise. Ça remonte aux Gaulois. À mon époque, l'ébré, depuis le XIe siècle, c'est globalement une grande couche en lin ou en chanvre, qui est donc globalement l'ancêtre de nos caleçons modernes. Voilà, l'usage, c'est l'usage d'un caleçon, qui va se raccourcir au fur et à mesure de la fin du Moyen-Âge. Au XVe siècle, on voit déjà des slips en lin. Voilà. On peut dire que le slip date du XVe siècle ? Plus ou moins, oui, c'est ça, effectivement. Les premières pièces archéologiques, c'est ça. Vraiment concrètes avec la forme moderne, oui, c'est plus ou moins ça. Et du côté des femmes, pour les sous-vêtements, on a quoi ? Alors, malheureusement, c'est peu de choses des sous-vêtements des femmes. Alors déjà, il faut savoir qu'effectivement, les sous-vêtements des femmes, c'est un peu plus compliqué parce que rarement décrit. Donc, on ne sait pas trop ce qu'elles avaient. On pense qu'elles sont potentiellement l'équivalent de bré, plus ou moins, mais c'est assez compliqué d'avoir des affirmations sur qu'est-ce qu'elles portent en bas du corps en sous-vêtements. Assez compliqué. Donc, on a fait le sous-vêtement. Ensuite, si on commence à avancer dans les couches, qu'est-ce qu'on a comme vêtements ? Alors du coup, toujours pour le bas du corps et qui va fonctionner avec les braies, ça va être ce qu'on appelle les chausses. Les chausses, donc pour le 12e, 13e siècle, c'est séparé. C'est deux grandes chaussettes en laine qui moulent vraiment la jambe et qui va venir se porter du coup sur les braies. Et donc en haut de ces grandes chaussettes, on met chacune un cordon qu'on vient nouer à la ceinture des braies qu'on appelle le bréiel. Comme un porte-jartel ? Oui, c'est le principe, vraiment. Non, mais vraiment, c'est ça. Vraiment, pour le coup, effectivement, le porte-jartel moderne, c'est effectivement complètement hérité de ce système de braies-chausses séparées, ouais. Donc du coup, ensuite, en sous-vêtements du haut du corps, on va avoir toujours en lin ou en chanvre ou en ortie pour les plus pauvres. On va avoir du coup... En ortie, on faisait des vêtements en ortie. Oui, ouais. Encore aujourd'hui, alors dans les pays asiatiques, encore aujourd'hui, comme par exemple au Népal, on continue à faire du drap d'ortie et ça commence à revenir en Occident un petit peu. En France, on voit des gens qui refont des draps d'ortie, notamment pour des serviettes. Et donc, ils ont des sous-vêtements pour le haut du corps, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc en fait, c'est une chemise. Voilà, simple, c'est un vêtement assez simple. Donc en ce qu'on va appeler en fibre végétale, parce que le chanvre, le lin et l'ortie sont des plantes. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment pour les sous-vêtements, c'est vraiment l'ébré et la chemise. Et donc si on avance ensuite, est-ce qu'on a des pantalons ? Est-ce qu'on a des chemises aussi par-dessus ? Alors, pour le bas du corps, on est vraiment que sur braies et chausses, avec des chaussures à la fin, mais si ça, c'est pas considéré comme un vêtement, mais comme un accessoire. Mais du coup, pour le haut du corps, on va rajouter un dernier vêtement, vraiment dans les essentiels, qu'on va appeler donc la tunique, en sachant qu'à l'époque, ils n'appellent pas ça une tunique. La tunique, c'est le seul mot qu'on verra dans les sources médiévales de tunique, c'est le tunica, en latin. Pour les gens en vieux français, en vieil anglais ou même en vieil allemand, le mot, c'est la cotte. C-O-T-E avec différentes orthographes, mais vraiment c'est la cotte. Donc la cotte, c'est vraiment le vêtement principal qu'aujourd'hui on pourrait apparenter à une sorte de robe plus ou moins longue. C'est vraiment le vêtement qu'on voit sur toutes les sources médiévales, vraiment du début du Moyen-Âge jusqu'à la fin du Moyen-Âge, avec des différences au fur et à mesure des siècles. Mais voilà, c'est vraiment la cotte, la tunique. Je vais appeler ça tunique, comme ça c'est plus simple pour visualiser. Mais la tunique, c'est vraiment le vêtement essentiel. Le vêtement principal, c'est celui qu'on voit le plus. Et à partir du XIIIe siècle, fin du XIIe siècle, on va commencer à avoir un nouveau vêtement qui va s'ajouter dans la garde-robe des essentiels, qu'on appelle la surtunique, la surtunica dans les sources, ou la surcotte. Donc c'est, comme son nom l'indique, c'est un vêtement qui vient sur la cotte, sur la tunique, et globalement c'est une sorte de robe sans manches. C'est dans cette forme-là qu'on la connaît le plus, et qu'on la verra d'ailleurs jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mais donc ça veut dire, pour te suivre, donc juste pour voir la différence entre hommes et femmes, ça veut dire que l'image qu'on a des femmes en robe et des hommes en pantalon haut à manches, si on peut dire, c'est que là, en fait, juste une différence de longueur de la tunique. C'est ça. Par exemple, pour le XIIIe siècle, la vraie différence entre les deux, ça va être que les femmes vont porter cette tunique longue jusqu'au pied, qui va même pour la plupart du temps cacher le pied,
alors que chez les hommes, elle va être plus courte. Chez les nobles, effectivement, chez les grands nobles, elle va être assez longue quand même, au point même de pouvoir être quasiment aussi longue que celle des femmes parfois, mais par exemple, pour un petit artisan ou pour un paysan, elle va être assez courte, elle va être au niveau du genou. Voilà, mais c'est vraiment une différence de longueur, oui, entre hommes et femmes. Ah écoutez, je suis content. Vraiment, on a un beau résultat. Et j'avoue que je suis un peu surpris quand même. C'est vrai que ça change pas mal par rapport à l'accoutrement antécédent. Mais vous allez vous y faire. C'est normal au début, l'étoffe est raide. En revêche, je suis assez satisfait par l'esprit camouflage. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile de marier le confort, la discrétion et le style. Vous pouvez être sûr que vous ne retrouverez pas ça chez tout le monde. Et si on nous demande qui c'est qui a fait les habits, on répond ? Mais non, voyons. Et est-ce qu'on voit aussi des évolutions selon les saisons ? Parce que là, on a décrit la tenue de base, mais s'il fait très très froid ou très très chaud, peut-être que ça change un petit peu. Oui, effectivement, par exemple, dans les chants, que ça soit dans les sources françaises ou même par exemple en Italie, on le voit beaucoup sur les sculptures de l'époque, ils enlèvent les chausses en bas, ils restent en brais, et aussi ils enlèvent leurs chaussures, très souvent, pour aller dans les champs, et en haut, on le voit aussi souvent, parfois aussi notamment sur les sources qui montrent les côtes, les gens qui sont sur la plage, tout ça, on va être sur des personnes qui vont être en brais et en chemise, donc ils enlèvent complètement la tunique et les chausses et les chaussures. Et à l'inverse, donc s'ils ont très froid, est-ce qu'ils ont des choses qu'ils rajoutent ? Exactement, l'hiver, ils vont avoir, et ça on l'a très bien dans les sources textuelles notamment, le fait qu'ils ont des tenues complètes doublées de fourrure, que ça soit la tunique, la surtunique, leur manteau et les différents chapeaux, etc. Des moufles même, on a des sources archéologiques de moufles et de gants complètement doublés en fourrure. Je renvoie là vers l'épisode 106 que j'ai fait sur le commerce des fourrures. Alors on était surtout sur l'Europe de l'Est et l'Orient islamique, mais si vous voulez un peu savoir comment est-ce que le commerce de la fourrure pourrait s'effectuer et l'importance de ce commerce, c'était vraiment un épisode très intéressant. Et là tu nous parles beaucoup notamment des paysans, mais est-ce qu'on voit aussi des différences entre les villes et les campagnes sur les vêtements ? Alors oui, on en voit, c'est vrai. Déjà parce que il faut savoir qu'en ville, donc déjà juste pour définir, les gens qui habitent en ville, ce sont des bourgeois. Ça n'a pas la même définition que celle que nous avons aujourd'hui du bourgeois, qui est une définition du XVIIe siècle, la personne aisée qui habite en ville, etc. À l'époque, le bourgeois, c'est littéralement celui qui habite en ville. C'est une définition très juridique. Qui habite dans le bourg. C'est ça, exactement, qui habite dans la ville, dans le bourg. Leur définition de bourgeois est plus ou moins notre définition de citadin. Pour simplifier, même si c'est plus complexe que ça, j'invite ceux qui s'intéresseraient à regarder les études sur le sujet. Et donc du coup, ces bourgeois qui sont au contact du noble quotidiennement, tout le temps, en sachant qu'en plus, il y a des bourgeois assez pauvres, mais il y a des bourgeois qui sont très riches, parfois même plus riches que certains nobles, parfois même plus riches que certains rois. Donc on est vraiment sur une société en pleine évolution, et donc... Parce que c'est aussi là le Moyen-Âge central, l'émergence des villes, enfin le développement, l'essor des villes. C'est ça, exactement. C'est justement parce qu'il y a cet essor économique chez les marchands, notamment entre autres, qui fait que du coup l'essor économique des villes va exploser au XIIe, XIIIe siècle. Et donc du coup dans ces villes qui sont au contact quotidien des gens les plus fortunés, quand on a un métier où on doit vendre à ce genre de personnes, comme aujourd'hui, je vais prendre une analogie très concrète, quand on travaille dans de la marque de luxe aujourd'hui, dans un magasin de luxe, on s'habille bien pour être au contact des gens les plus fortunés. À l'époque, c'est la même chose, on le voit bien dans les sources. Je pense à notamment certaines sculptures de la cathédrale de Reims où on voit justement une boutique de drapiers et où on voit clairement que même les petits artisans drapiers sont très bien habillés car au contact direct des plus riches. Donc dans la ville, on est quand même assez bien habillé de façon générale, alors que dans la ruralité, on a quand même très peu de contact avec ces populations les plus aisées. On en croise, mais c'est pas le plus quotidien, donc on est sur de l'habit beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus pratique. Ce sont des gens qui passent leur vie à travailler concrètement pour la plupart, soit la terre, soit des métiers qui sont assez quand même compliqués. Donc du coup, on reste sur du vêtement pratique, pratico-pratique. Et il y a aussi une catégorie de population un peu particulière, les enfants. Comment est-ce qu'on habille les enfants ? Moi j'imagine non, les enfants vraiment de moins de 10 ans. Est-ce qu'ils ont une tenue complète comme ça aussi ? Alors, oui, il faut distinguer deux choses. Les nourrissons, qui vont être emmaillotés dans un lange. Ça, globalement, ça évolue très peu. Jusqu'au 19e, 20e siècle, l'habit du nourrisson évolue très peu. Par contre, quand il commence à être capable de marcher, on voit effectivement qu'il commence doucement à avoir un vêtement équivalent de celui des adultes. On a retrouvé notamment des pièces archéologiques au Groenland, mais c'est pas les seules, d'enfants, où effectivement on voit que c'est des patrons de vêtements similaires à ceux des adultes, un peu simplifiés parfois, quand c'est vraiment très jeune. Mais oui, ils ont plus ou moins l'équivalent des vêtements d'adultes. Et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais on peut y revenir maintenant. Est-ce que tu vois des différentes modes ou des particularités selon les différentes régions ?
Alors, région, il faut préciser un petit peu, c'est qu'il y a différentes échelles de particularités spécifiques. Je vais prendre du plus petit au plus grand pour un peu avoir un panel complet des particularités du vêtement. Au niveau des villes, on peut avoir des particularités. D'une ville à l'autre, il va y avoir des vraies distinctions. Donc, par exemple, je pense pour montrer qui sont des prostituées, par exemple, question très concrète de l'époque. Par exemple, à Montpellier, de mémoire, il me semble que c'est une écharpe verte. Dans une autre ville, ça va être un vêtement rouge. Voilà, c'est vraiment très spécifique. Faut pas se tromper, genre tu débarques dans la ville, t'aimes bien une écharpe verte, on te prend pour une prostituée pour te... Oui. Faut faire gaffe, quoi. Alors, effectivement, là, après, on rentre dans les questions sociétales de la couleur, mais oui, effectivement, ça peut arriver, et ça, c'est très spécifique d'une ville à l'autre. Ce genre, on va dire, d'interdiction ou de marquage est très spécifique aux villes. Si on rentre un peu plus large en termes de région, plus ou moins, ce qu'on va appeler, on va dire, par exemple, si on découpe la France en deux, nord-sud, au niveau de Clermont-Ferrand, la sud de la France va avoir une mode dans la ceinture. Ils vont avoir ce qu'on appelle des boucles à double fenêtre. Une boucle, en général, ça a un trou. Quand ça a deux trous différents dans la boucle, c'est ce qu'on appelle une double fenêtre. Et ça, effectivement, au XIIe, XIIIe siècle, le sud de la France, notamment grâce à Limoges, qui est un grand centre artistique du métal, va effectivement avoir une mode complètement spécifique, qu'on retrouve un peu dans le nord, mais importée ou copiée de ces modes du sud. Donc voilà, ça par exemple, c'est une spécificité régionale, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui plus ou moins. Et après, à une échelle encore plus large, on va effectivement avoir, par exemple, comme je l'ai dit en tout début de podcast, par exemple, les Espagnols ont une mode complètement différente, très inspirée effectivement de leurs influences arabo-musulmanes. Et donc du coup, là-dessus, on va avoir une mode très spécifique à un pays entier. Et on a commencé à l'aborder aussi. Quelles sont les matières qui sont utilisées pour faire les vêtements ? Tu as dit, on a les orties pour certaines choses, mais est-ce qu'on a aussi des choses comme... Il me semble qu'on a aussi le lin, la laine ? Alors, la fibre la plus utilisée à l'époque médiévale pour faire du vêtement, c'est de la laine. Et ça, c'est pour toute la période médiévale. C'est celle qui va être utilisée pour, donc, comme je l'ai dit, les chausses, les tuniques, etc., etc. Pour la plupart des chapeaux, etc., etc. En plus de ça, on va avoir pour les sous-vêtements, et majoritairement pour les sous-vêtements, le lin, le chanvre, qui sont utilisés selon les régions, et l'ortie, mais l'ortie, c'est plus rare. C'est vraiment quelque chose d'assez anecdotique, du coup, on voit peu dans les sources parce qu'utilisé vraiment par les populations les plus pauvres. Donc ça, c'est vraiment les grandes matières les plus utilisées. Ensuite, il y a la soie, alors utilisée pour les vêtements les plus riches, très souvent en doublure, parfois en tissu principal, mais ça reste assez rare, assez spécifique. C'est beaucoup plus utilisé dans le milieu religieux que dans le milieu laïque. Et ensuite, alors pareil, pour en parler aussi, le coton, parce qu'on parle souvent du coton. Le coton, au XIIIe siècle, en Occident, est très rare, très peu utilisé. Il est utilisé dans l'équipement militaire, notamment pour la bourre de coton est utilisée dans le vêtement militaire et aussi dans tout ce qui va être rembourrage, oreiller, drap, matelas, etc. Mais en fait, le coton est très peu utilisé dans l'habit, dans le drap en tant que tel. Et comment ça se fait ? Parce que c'est de l'importation et que ça coûte très cher. Le coton n'est pas encore vraiment produit en Occident à cette époque-là. C'est de l'importation soit par Byzance, soit par l'Italie, deux pays du Moyen-Orient. Et donc, en fait, on utilise très peu le coton. Les seules sources vraiment concrètes qu'on a de vêtements en coton au XIIIe siècle en Occident, c'est des évêques. Donc, on est vraiment sur le top 10% de ce qui se fait de la population à l'époque. Ouais, donc assez coûteux et prestigieux. C'est ça, exactement. Le coton, c'est vraiment quelque chose de vraiment d'anecdotique en Occident à l'époque. Et aussi, une question importante, comment est-ce qu'on se procure des vêtements ? C'est-à-dire, ok, on a besoin de vêtements, est-ce que c'est forcément fait au sein du foyer ou est-ce qu'on a des personnes qui, par leur métier, vendent des vêtements ? Alors la production à la maison des vêtements est vraiment quelque chose au XIIIe siècle qui n'existe, c'est pas qu'il n'existe plus trop, mais qui va être quand même beaucoup plus marginal que ce qu'on voyait sur les époques précédentes. Il faut savoir que l'industrie drapière au XIIIe siècle est vraiment une industrie, on peut parler d'industrie, très concrètement, est une industrie qui est mondialisée et complètement capitaliste. Ok, donc déjà au XIIIe siècle, on a tout ça. Oui, complètement. Là-dessus, je me base sur différents travaux, notamment de Jack Hears, qui a fait un très bon livre, très vulgarisé justement sur la naissance du capitalisme à l'époque médiévale, et notamment même les différents phénomènes de mode existent déjà au XIIIe siècle, comme aussi l'a démontré Sarah Gray Saylor dans son livre aussi sur la mode et les phénomènes de mode dans la France médiévale. Et donc là, l'industrie drapière, elle est centrée où ? Alors, elle est majoritairement centrée dans le nord de la France, en Flandre. C'est là vraiment où on a les grands centres de production. Pour faire simple, pour relocaliser un petit peu on va dire le chemin d'un vêtement au XIIIe siècle, on a la laine qui va être importée d'Angleterre de façon brute, qui va arriver en Flandre. En Flandre, on va la travailler, on va la préparer, on va la tisser, donc pour en faire des grands draps. Et ces grands draps vont être soit teints directement en Flandre dans de très grandes villes teinturières. Je pense à Amiens, qui est pas vraiment en Flandre, mais qui est en Picardie de l'époque, qui est, on va dire, dans ce grand bassin de l'industrie drapière. On pense aussi à de grandes villes, Ypres, Gand, etc., qui sont des très grandes villes drapières à l'époque. Et donc ensuite, après, va être un peu dilapidé dans tout le royaume de France et même en Angleterre. Ensuite, retourne en Angleterre, partir dans le Saint-Empire romain germanique.
elle va vraiment partir partout, notamment et surtout grâce aux différentes foires. On pense aux foires de Champagne, qui sont très connues pour l'époque médiévale, mais il y a aussi des grandes foires de Flandre aussi, qui sont des grands centres de vente éphémères et qui du coup vont permettre ensuite de vendre toutes ces marchandises un peu partout dans le royaume. Donc c'est-à-dire que même quelqu'un qui est dans le sud-ouest de la France va probablement trouver ses vêtements depuis ce commerce-là, depuis les Flandres? Alors oui, en partie, surtout pour les plus riches, parce que ça reste de l'importation, donc ça reste quand même coûteux, ça reste quand même cher. Là, je parle quand même de la belle draperie de l'époque, donc on est sur quelque chose d'assez luxueux, assez coûteux, mais pour un citadin moyen, il va avoir une production dans sa ville, parce que généralement c'est des productions par ville, réglementées avec leur propre règlement de corporation. Notamment on voit ça à Paris au XIIIe siècle avec donc, le livre des métiers d'Étienne Boileau, qui est une source très importante pour l'histoire de Paris et même l'histoire des métiers. On l'a déjà cité, je crois, dans ce podcast. Effectivement, c'est une source importante. C'est vraiment une source très très importante et clairement on le voit, donc du coup il va y avoir donc des drapiers en fait dans chaque grande ville et même dans chaque grand village, j'ai même envie de dire, qui va donc pouvoir vendre des draps à différents tailleurs qui vont pouvoir du coup faire des vêtements. La production vraiment à la maison va être quelque chose qui va être vraiment réservé à la ruralité et donc du coup qui va vraiment passer un peu au second plan avec donc toute cette industrie qui dès le XIIe siècle se met en place vraiment de façon très virulente et donc du coup vraiment la production rurale va être vraiment très faible. Et si on suit le cycle des vêtements, une question qu'on m'a posée par le Discord de Passion Médiéviste et que c'est vrai que je n'avais pas pensé, comment est-ce qu'on entretient ces vêtements? C'est-à-dire, est-ce qu'on pouvait les laver? Enfin, ce qui paraît logique. Alors pareil, l'entretien des vêtements, alors c'est un sujet qui est quand même encore aujourd'hui très peu traité pour une raison principale, c'est qu'on a très peu de sources. Voilà. Le point, pas de source. Voilà, c'est vraiment ça, parce que là on parle d'usage du vêtement, et l'usage c'est quelque chose qui est très peu décrit dans les sources, surtout pour des choses comme ça qui vont avoir très peu d'intérêt. Les usages on les sait surtout par les romans, la plupart du temps, les romans, les fabliaux, les sources narratives. Et le problème c'est que nettoyer son vêtement, c'est pas quelque chose qui intéresse trop les romans d'amour du XIIIe siècle, donc malheureusement on a peu de sources. Tout ce que je peux en dire, en tout cas en affirmer aujourd'hui, c'est qu'on les lavait, ça c'est une certitude, surtout les sous-vêtements, pour une raison simple, parce que la laine, oui ça se lave évidemment, mais la laine, pour ceux qui encore aujourd'hui ont des vêtements en 100% laine, quand par exemple on a une tache de terre sur son vêtement, on va plutôt attendre qu'il sèche, et ensuite on va brosser la laine pour enlever le gros de la tache, et s'il y a besoin ensuite après détacher en lavant. Mais donc du coup pareil pour les odeurs s'enlèvent assez facilement de la laine, et là on rejoint un peu le côté reconstitution, c'est que par exemple moi mes vêtements de reconstitution, et ça je me base sur des sources, c'est le fait que quand j'ai fini de reconstitution, oui mes sous-vêtements en lin je les lave, parce que par exemple pour la transpiration c'est le vêtement en lin qui va vraiment absorber la transpiration, mais le vêtement en laine au final va avoir que quelques odeurs, et il suffit juste de le retourner du coup côté intérieur, le faire sécher au vent, et en fait au bout d'une bonne après-midi, une bonne journée, en fait les odeurs vont encore disparaître. C'est quelque chose qu'on voit encore notamment pour ceux qui ont encore la chance d'avoir des grands-parents, des arrière-grands-parents, ça se faisait encore jusqu'au XXe siècle hein, pour les gros vêtements en laine, tout ça, de juste les retourner, les faire sécher pour enlever les odeurs, tout ça, c'est aussi se fait. Après par exemple pour le repassage, qui est une vraie question notamment qu'on a en reconstitution, les vêtements froissés, tout ça. Alors pour la laine, ce qui est bien c'est que la laine se défroisse assez rapidement, surtout on a des vêtements assez lourds entre gros guillemets, mais le fait de juste les faire pendre, en fait ça permet de les défroisser pas mal, et le lin se défroisse aussi assez facilement, se froisse facilement mais se défroisse facilement. Donc voilà, par exemple pour les questions de repassage etc, c'est un vrai point d'interrogation. On a des sources un peu plus tardives, 15e, 16e siècle, on commence à avoir des sources de tout ça, mais pour le 13e siècle c'est un vrai point d'interrogation. Oui, parce qu'on a les images, alors vraiment les images clichés des femmes au lavoir en train de laver les vêtements, parce que les lavoirs on a retrouvé, donc ça servait bien à quelque chose. Bah surtout pour les sous-vêtements, effectivement. Pour le coup, pour les sous-vêtements en lin, là, effectivement, ceux-là, fallait laver plus régulièrement, hein, ça c'est sûr. Mais du coup, pour le cliché du vêtement, la tunique qu'on va laver toutes les semaines, ça semble, alors j'ai pas de source concrète pour affirmer ça, mais de ce qu'on voit dans les sources, de ce que les sources nous laissent transparaître entre les lignes, effectivement, ça semble quelque chose de plus rare. Et aussi, en parlant de tenue, est-ce qu'on sait à peu près, on sait combien de tenues avaient les personnes au Moyen-Âge, c'est-à-dire en moyenne, vraiment, je sais que c'est quand même un peu compliqué parce que, comme tu as dit, du paysan à l'empereur, c'est compliqué de faire une moyenne, mais en moyenne, on avait combien de tenues par personne ? Alors, effectivement, c'est un peu compliqué à dire. Tout ce qu'on sait, c'est que pour les plus riches, les plus aisés, ils avaient des vrais garde-robes. Hein, le mot garde-robe existe déjà. Et dans leur garde-robe, il semble avoir, pour un bon bourgeois aisé, il y a plus d'une dizaine de vêtements différents. Quand je dis vêtements différents, je parle de, par exemple, il a 6-7 tuniques, 4-5 surcots, etc., etc. Et alors, pour les nobles, ça semble être beaucoup plus. Ça peut être beaucoup plus. Et donc du coup pour un paysan, tout ce qu'on sait c'est que garder son vêtement plus d'un an sans vraiment changer est quelque chose qui paraît vraiment très pauvre dans les documents. Plus d'un an ? Sans changer, oui effectivement, ça semble un peu... Alors ça c'est une source narrative qui décrit vraiment ce qu'il ne faut pas faire, hein. Donc on est vraiment sur des extrêmes qui sont décriés.
Et peut-être un peu d'humour en exagérant aussi. C'est pas impossible qu'effectivement là on soit vraiment sur une vraie exagération de bon là vraiment ça faut pas le faire, mais donc potentiellement c'est quelque chose qui a pu exister aussi. Là-dessus c'est un peu compliqué à dire, encore une fois le manque de sources des personnes les plus pauvres est effectivement quelque chose de compliqué à appréhender. Bon, un sujet qui est important quand on parle vêtements, c'est les couleurs. Parce que, encore une fois, le cliché, comme quoi on était tous marrons au Moyen-Âge, qu'on était dans la boue, bref, auditeurs, auditrices, j'espère que ça fait longtemps que vous avez plus ce cliché en tête. Je vous renvoie vers l'épisode justement du format cliché que je fais avec le collectif Actuel Moyen-Âge, où on répond en quelques minutes à des idées reçues sur le Moyen-Âge. On avait fait en décembre 2024 un épisode sur est-ce qu'il y avait des couleurs au Moyen-Âge. Donc on a déjà une petite idée, mais Charles, raconte-nous, quelles sont les couleurs les plus communes qu'on retrouve pour les vêtements ? Alors effectivement, le Moyen-Âge est très coloré, le Moyen-Âge central l'est énormément, ça là-dessus il n'y a aucune surprise je pense effectivement sur la question. Les couleurs les plus communes pour ma période, on va dire globalement que c'est le rouge. Alors en France il y a le bleu aussi, là-dessus c'est la France vraiment qui va mettre le bleu à la mode, entre autres parce que Saint-Louis décide, donc Louis IX décide d'en faire sa couleur royale, pas que pour ça, c'est une des raisons, il y a aussi le fait que du coup la production de la plante qui donne le bleu, la guède qui vient du nord aussi se développe énormément, en même temps que la production tinctoriale et la production drapière des Flandres. C'est une autre grosse raison de pourquoi le bleu se développe. Mais donc voilà, les deux grandes couleurs, c'est le bleu et le rouge. Ensuite, on voit énormément le vert et le jaune aussi. C'est des grandes couleurs du siècle. Et ça pour toutes les classes de population. Vraiment, alors avec des teintes différentes, avec des jaunes différents, des verts différents, etc., etc. Mais vraiment, c'est les grandes couleurs. On va dire que les 4 grandes couleurs, c'est celle-là. Et après, chaque couleur va avoir son spectre qui va aller du bleu très pauvre au bleu très riche, etc. Et ça pour chacune des 4 grandes couleurs. Après, il y a quelques couleurs qui sont vraiment pour les très riches. Je pense au noir. Parce que oui, on peut faire un vrai noir au Moyen-Âge. Ça existe. Ça, ce cliché de dire non mais ils avaient que des noirs ternes ou c'est que la laine des moutons noirs qui permet de faire du noir, c'est faux. On a des recettes, ça c'est très concret, on a des recettes de ce qu'on appelle le noir grand teint, c'est vraiment un noir profond sur la laine. Là-dessus j'invite à aller voir les travaux de la teinturière historique qui s'appelle l'atelier de Mickey, qui fait un travail exceptionnel pour retrouver des teintures historiques. Et il y a aussi les violets qui sont faits à base de pourpre, un petit mollusque, un petit coquillage qui est en Méditerranée, aujourd'hui en voie de disparition. Et clairement pareil, ça c'est de la teinture qui est excessivement chère. Et encore aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui 1 gramme de pourpre, c'est autour des 3000 €. À l'époque, c'est plus ou moins l'équivalent à l'époque, en sachant donc que 1 gramme c'est ridicule. Pour faire un drap, il faut plus ou moins 50-100% pour faire une teinture vraiment profonde sur une laine. Donc pour un vêtement qui va faire 15-20 kilos, vous multipliez, vous avez le résultat, c'est excessivement cher. On en avait parlé dans l'épisode sur l'escargot au Moyen-Âge, parce que oui, voilà, bon, sur comment on utilise l'escargot au Moyen-Âge, notamment pour faire la couleur pourpre. Hop, en voiture, ma chérie, il n'y a pas de temps à perdre. Mais non, ne me remercie pas. Non, ce n'est pas ça. Je veux dire, enfin si, mais vous ne trouvez pas que ma robe... si, elle est charmante, très charmante. Ah, juste ciel, ma chérie, tu es en guenille. Nous allons arranger ça avec ta taille et la couleur de tes yeux. Il faut quelque chose de simple, mais d'un peu audacieux. Oh, ça y est, je crois que j'y suis. Il faut une robe d'organdi. Bipidi, bipidi, bobidi, bipidi, bobidi, boum! Oh, comme elle est belle! Vous avez déjà vu une robe aussi merveilleuse? Oh, c'est comme un rêve magnifique qui se réalise. On a parlé donc des vêtements, on a parlé des sous-vêtements, mais tu travailles aussi sur les accessoires. Alors qu'est-ce qu'on avait en général comme accessoires pour compléter une tenue au Moyen-Âge central ? Alors je vais vraiment faire que les très grands, parce que sinon on peut encore y passer un large temps. Les plus communs qu'on retrouve souvent. On va avoir principalement l'accessoire principal de la tenue, c'est la ceinture. Vraiment, pour la période médiévale, c'est tout bête, mais c'est celle qui ceint le corps en deux, parce que cette ceinture, on la porte au niveau du nombril. Contrairement à aujourd'hui, on la porte plus bas au niveau des hanches. Cette ceinture visible, on la porte au niveau du nombril, donc elle est très visible. Ça revient à la mode, hein, la ceinture au nombril. Ouais. Ça revient effectivement un petit peu, mais vraiment on la porte, elle est visible, elle est très travaillée, c'est un des bijoux les plus travaillés. On parle vraiment de bijoux pour le coup. C'est une ceinture qu'on va laisser pendre de plus en plus parce que effectivement elle est très travaillée. On y met des très belles boucles avec de la dorure, avec de l'argent. On y met plein de petites pièces métalliques dessus, soit avec du très beau cuir, soit avec du coup des galons de soie avec brodé d'or, etc. On peut aller très 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 loin dans le luxe de la ceinture à l'époque. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle le fermail. Alors le fermail, ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler une broche, même si le terme est un peu anachronique du coup. Mais un fermail, tout bêtement, c'est un anneau avec une pointe, ce qu'on appelle un ardillon, qu'on va mettre
pour fermer au niveau du col de la tunique. Pareil, ça peut aller de l'anneau très simple à quelque chose de complètement fou avec des volumes en 3D, des personnages, etc. Ça peut aller très 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 loin. Donc ça, c'est vraiment les 2 grands bijoux principaux. Mais ensuite, après, on a d'autres accessoires qui peuvent aller, donc les différentes coiffes. On peut aller aussi pour les chaussures. On a ce qu'on appelle des socs. C'est des sortes de grands plateaux en bois qui permettent de protéger les chaussures quand on doit aller dans des endroits où il y a du mauvais temps, tout ça. Il y a plein d'accessoires. Les différentes bourses en cuir, en textile qu'on appelle des aumônières. Il y a plein de choses. Mais vraiment, les 2 grands, c'est vraiment la ceinture et le fermail qu'on retrouve quasiment sur toutes les tenues. D'ailleurs, je pense que dans la plupart des musées archéologiques, vous retrouverez très souvent pour le Moyen-Âge, et aussi pour l'époque antique, mais différemment, des boucles de ceinture. Il y en a vraiment quasiment tout le temps. Quand il y a une petite vitrine d'archéologie sur le Moyen-Âge, les boucles de ceinture, on ne peut pas y échapper. Ouais, vraiment, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les musées, de très belles collections partout, et en général, celles que vous voyez dans les musées, c'est soit du très 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 décoratif, donc du très luxueux, soit du très 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 simple. Donc c'est assez intéressant justement de voir ces différences d'usage et ces différences de décoration. Et est-ce que lors des jours de fête, pour des événements particuliers, est-ce qu'on portait certains vêtements qu'on ne retrouve qu'à ces moments-là ? Alors oui, effectivement, ça c'est quelque chose d'important sur la parure, ce qu'on pourrait appeler la parure du corps. Dans les événements, effectivement, de la vie d'un laïc, on retrouve cette notion, comme on a encore aujourd'hui, de bien s'habiller. Donc je pense au mariage, je pense aux grandes fêtes religieuses. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a plus ou moins perdu, mais pour le dimanche de Pâques, etc., on va bien s'habiller. Et donc du coup, les sources laissent à penser que même les plus pauvres s'habillent bien pour ces jours de fête. Mais ce qu'on connaît plutôt par les sources, effectivement, c'est les grands mariages de comtes et de comtesses, de rois, de reines, etc. Et là, on a des listes d'inventaires d'achat. Par exemple, en 1308, pour le mariage de Mao de Flandre, on a effectivement la liste d'inventaire de tout ce qu'ils doivent acheter. Et en plus, ils habillent plus ou moins tout le monde, en plus, parce qu'il faut habiller les serviteurs, etc., etc. Et donc là, on sort les très belles ceintures d'or et d'argent, tous les plus beaux vêtements avec donc ce qu'on appelle des brocarts, etc., qui sont donc les plus belles soieries avec brodés d'or, etc. Vraiment, on sort les plus beaux vêtements. C'est dans ces moments-là où on voit concrètement que les vêtements peuvent aller dans l'ultra luxe, mais vraiment ces vêtements, ça c'est quelque chose d'important à préciser, ne sont utilisés que pour ce genre d'événement. Ce n'est pas du tout des vêtements de la vie de tous les jours. Il y a vraiment ce côté exceptionnel. Oui, exactement. Le reste de l'année, on les range et on les préserve bien. Et c'est des vêtements qui peuvent passer, alors on ne sait pas exactement trop si après elles étaient réutilisées, mais en tout cas qui peuvent passer de génération en génération, ou en tout cas qui peuvent être revendus à la mort de la personne parce que ça vaut une grosse somme d'argent en fait. Et alors, on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans un épisode quand on a parlé des ducs de Savoie, qu'il y avait un duc de Savoie qui avait voulu imposer une loi somptuaire, donc une loi pour régir les vêtements, mais qu'en vrai, c'était pas trop appliqué. Est-ce que là, au XIIIe siècle, est-ce qu'il existe des lois qui régissaient l'usage des vêtements ? Alors, oui, c'est au XIIIe siècle qu'on va commencer à voir apparaître les premières lois somptuaires. Les premières lois somptuaires sont françaises, sont faites par les rois de France. On est les relous, quoi, les relous de l'Europe. Vraiment, et après les autres pays vont suivre. Donc c'est que c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça. En tout cas, pour eux, dans leur tête, c'était pas une si mauvaise idée que ça. Et donc du coup, les premières lois somptuaires sont faites par les rois de France. Alors ça a 2 fonctions. Calmer un peu les gros bourgeois qui effectivement vont avoir énormément d'argent et s'habiller comme des nobles. Et les nobles, qu'on va plus ou moins, je vais caricaturer, désargenter, qui vont effectivement plus du tout tenir leur rang. Et ça, dans une société où l'habit fait le moine, littéralement, c'est très 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 compliqué. Et les rois de France, c'est pour ça qu'ils les mettent en place, c'est pour dire aux bourgeois, bon, alors ta femme, bon, elle va avoir 4 tuniques, pas plus. Toi, pareil, telle et telle et telle fourrure, c'est réservé à la noblesse, tu arrêtes d'en porter. L'or, machin, voilà. Dans ces lois somptuaires, c'est pas que sur les vêtements. Il y a d'autres interdictions et obligations pour les bourgeois et les nobles, mais dans l'ensemble, c'est quand même, la grosse partie est quand même sur les vêtements. D'ailleurs, ça commence par les vêtements. C'est très symptomatique quand même. Et en fait, là, on retrouve l'idée d'une société qui est très ordonnée, où chacun est un peu à sa place. Là où certains commençaient, comme tu as dit, à prendre des aises, on ramène tout le monde bien à sa place. Exactement, c'est vraiment ça. On oblige les nobles à tenir leur rang, à avoir le nombre de chevaux qu'il faut pour pouvoir aller à la guerre, parce que certains... Ah non, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose de... C'est assez rigolo à lire. Et puis surtout, ça a été réaffirmé, la première est en 1279, loi somptuaire. C'est réaffirmé en 1294 par le roi d'après. Ça veut bien dire, c'est symptomatique d'une chose, quand une loi doit être réaffirmée 15 ans plus tard, c'est qu'elle n'est absolument pas appliquée. Donc, ça montre bien qu'il faut faire un rappel à l'ordre et donc que ce n'est absolument pas respecté. Oui, donc en fait, voilà, on ne sait pas vraiment si c'était respecté ces lois-là. Peut-être juste dans l'entourage proche du roi, mais dans le reste du royaume, il y en a qui s'en fichaient, quoi, j'imagine. C'est un peu compliqué, mais oui, ça c'est les choses qui sont très intéressantes sur les lois médiévales. Quand une loi doit être réappliquée... Et rappeler, oui, c'est que ça ne marche pas bien. C'est que ça ne marche pas très bien et qu'ils ne sont pas très écoutés, ouais. Est-ce qu'il y a encore des clichés et des idées reçues sur les vêtements au Moyen-Âge qui t'énervent ?
Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a... Ceux qui t'énervent le plus. Il y en a vraiment beaucoup, mais si je dois en prendre juste quelques-uns assez rapidement, le fait que la laine, ça gratte et c'est chaud, ça c'est quelque chose que j'entends tout le temps, même chez les reconstituteurs, alors pourtant ils sont censés en porter quand même. Deux choses, la laine qui gratte, c'est quelque chose de très moderne, et pareil, la laine qui est juste chaude, c'est quelque chose de très moderne. C'est une vision parce qu'aujourd'hui on fait ce qu'on appelle des laines bouillies, et en fait la laine bouillie, c'est une laine qui est traitée d'une façon particulière et qui effectivement juste protège du froid, et surtout aussi gratte, effectivement, ça c'est un fait. Mais la laine au naturel, un drap de laine simple, juste travaillé de façon classique, ne va pas gratter, parce que la laine est assez douce, clairement, voilà, on est sur du fil assez long, etc., ça ne gratte pas. Et surtout, la laine est thermorégulatrice. Thermorégulatrice, ça veut dire qu'effectivement, si on la porte l'été, effectivement, ça va donner un peu chaud, on va pas se mentir, et l'hiver, mais ça va quand même protéger du chaud. Mais, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant dans les usages, c'est que si la laine, son vêtement en laine, on le met le matin, et moi c'est ce que je vois quand je suis en reconstitution, quand je la mets le matin sur moi, le matin il fait encore assez frais, même l'été. Et donc du coup, en fait, le froid autour de mon corps va être gardé dans la tunique. Et au fur et à mesure de la journée, effectivement, je vais suer, je vais avoir chaud, etc. Mais ça sera pas, honnêtement, beaucoup plus désagréable que si j'étais en t-shirt. Mais c'est pas compliqué aujourd'hui de trouver des vêtements dans cette laine qui n'est pas bouillie ? Pour des vêtements modernes, ça va être compliqué, effectivement, même mais si on pour des commence travaux à de revenir. reconstitution ? Pour les travaux de reconstitution, on a quand même des fournisseurs qui, de plus en plus, nous offrent pas mal de laine travaillée. Alors effectivement, il faut aller chercher un peu loin. Ça va être en Allemagne, dans les pays de l'Est, parfois même en Asie pour certains tissus. Mais oui, effectivement, c'est compliqué, mais en même temps, de plus en plus dans nos usages modernes, on retourne aux tissus de moins en moins traités. Aujourd'hui, je pense que peu de personnes n'ont pas vu dans un magasin une chemise en lin ou n'importe quel vêtement qui va être en quasiment 100% laine ou en 100% laine. Donc on revient à ces vêtements, effectivement, avec ces tissus qui, effectivement, respirent beaucoup plus et sont plus adaptés à nos usages. Bon, cet épisode est plus long que d'habitude, mais en même temps, c'est tellement intéressant, donc je pense que ça vaut totalement le coup. Et Charles, tu es passionnant. Merci. Et il faut vraiment qu'on aborde les sources, parce que tu les as mentionnées beaucoup de fois, mais on va rentrer un peu plus dans le détail, parce que c'est souvent c'est quoi vos sources ? On va en parler. Alors, quelles sont les sources que tu travailles ? J'imagine qu'il y en a plein de types divers. Effectivement, je vais même pouvoir, je pense, devancer une de tes questions sur la méthodologie qui va avec, parce qu'en fait, les deux fonctionnent vraiment ensemble. Pour comprendre les sources que j'utilise, il faut comprendre la méthodologie, et je vais prendre une analogie que je prends tout le temps quand je l'explique, l'analogie du puzzle. Pour faire simple, et ça c'est pas valable que pour ma thèse, c'est valable pour globalement tous les historiens qui travaillent sur l'histoire de l'objet, l'image du puzzle final, c'est l'objet qu'on cherche. Donc on peut prendre un vêtement, un accessoire, un ustensile de cuisine, peu importe. Et donc du coup, pour avoir cette image complète et la comprendre, il va falloir assembler les différentes pièces du puzzle. Voilà, vraiment la méthodologie c'est ça. Et sauf que les différentes pièces du puzzle c'est quoi ? Ça va être différentes sources textuelles, donc on parle vraiment de toutes les sources textuelles qui existent, que ça soit juridique, narrative, vraiment tout. Ensuite, il va y avoir les sources matérielles aussi très importantes. Donc là, on est vraiment sur les objets qui nous restent de l'époque. Donc on pense beaucoup à l'archéologie, mais il n'y a pas que de l'archéologie dans les sources matérielles. Il y a quoi par exemple ? Par exemple, des objets qui se sont transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Alors beaucoup en collection privée ou parfois dans des musées, etc. Mais voilà, par exemple, l'archéologie, c'est vraiment l'objet qui a été trouvé dans le sol. Tous les objets aujourd'hui qui sont dans les musées, par exemple, ne sont pas trouvés dans le sol. Donc voilà, il n'y a pas que l'archéologie, même si on pense effectivement souvent à l'archéologie car elle est majoritaire dans les sources matérielles aujourd'hui. Et ensuite, en dernier, les troisième type de source, c'est les sources iconographiques, donc c'est toutes les représentations de l'époque, que ce soit les peintures, les enluminures, dans mon cas, les vitraux, peu importe, toutes les vraiment représentations de l'époque. Non mais Charles, je suis très inquiète. C'est énorme en fait ce que tu dois faire. C'est que tu es à l'échelle de la France, tu es sur toutes ces sources, mais comment tu fais ? C'est un travail de corpus excessivement long, excessivement complexe. Alors aujourd'hui, on est quand même pas mal aidé par les bases de données, par Gallica, etc., etc. Mais est-ce que tu dors, Charles ? Rarement. Peu. Mais oui, effectivement, c'est des gigas sur l'ordinateur, c'est des gigas et des gigas juste pour les enluminures. C'est des milliers de manuscrits qui sont numérisés sur mon ordinateur pour pouvoir y accéder, même quand les sites ne fonctionnent pas. Ouais. Auditeur, auditrice, je sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qu'il fait. Et tu fais ça seulement en 3 ans de thèse. Même si on l'a dit, tu as travaillé en master dessus, donc tu as fait un peu plus de 3 ans. Mais alors, comment se passe ta thèse en général ? Alors, moi j'ai de la chance, elle se passe bien. Mes relations avec ma directrice de thèse se passent bien. Je suis bien entouré, donc là-dessus j'ai de la chance. Notamment parce que je ne travaille pas tout seul. Le fait d'avoir une proximité avec mon collègue et ami Nathaniel Losres et sur nos sujets et en reconstitution fait que ça aide à ne pas être tout seul. Mais il est vrai qu'une thèse c'est quand même compliqué. C'est un travail qui est assez long, assez solitaire. Et donc, par cela, j'avoue que moi, ça se passe plutôt bien. Là-dessus, je croise les doigts que ça se passe bien jusqu'à la fin. Surtout que là, je suis en plein dans l'écriture, donc c'est un peu le rush. Mais bon, après voilà, ça arrive d'avoir des problèmes, la page blanche, d'avoir des doutes certains jours, de dire j'ai envie de tout jeter et tout recommencer, ou même d'arrêter, ça arrive très souvent quand on est doctorant, de tout vouloir arrêter. Mais on va dire, dans mon cas, personnellement, j'ai de la chance de pas plus, pas moins que d'autres, quoi. Donc si tu devais donner tes difficultés, au-delà de l'énormité du corpus, qu'est-ce que ce serait ?
C'est vraiment l'isolement intellectuel. Et, Donc tu ressens quand même une forme d'isolement. Oui, clairement, malgré le fait d'être bien entouré, et ça pour le coup, je cite une doctorante avec qui je communique ces derniers temps, elle vient de commencer sa thèse, et elle dit, bah oui, effectivement, je me sens très seul, et je me rends bien compte que, effectivement, j'ai peu de personnes avec qui en parler, etc., de pas avoir la légitimité de me plaindre, tout ça, quand ça va pas. Et oui, effectivement, c'est vrai que là-dessus, le fait de faire ce qu'on appelle des grandes études, même si aujourd'hui c'est de plus en plus rare, mais la thèse, c'est quelque chose qui est compliqué à décrocher, notamment les contrats, mais même de façon générale, commencer une thèse, c'est pas évident, faut vraiment s'accrocher. C'est très dur, il y a un gros écrémage à l'entrée avant de réussir à faire une thèse, et même pendant, en fait on est assez seul, c'est complexe, on n'a pas toujours autant de retours qu'on aimerait peut-être de nos directeurs de thèse, peut-être aussi qu'on les sollicite pas assez, ça arrive aussi, mais voilà, donc le gros point quand on est doctorant, et ça c'est pas que moi, c'est de façon globale, de toute façon les statistiques le montrent, quand on demande aux doctorants, c'est vraiment l'isolement psychologique effectivement, et scientifique aussi, parfois. On en parle souvent dans Passion médiéviste et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est facile d'accéder à faire une thèse, mais c'est pas simple. Et je sais que je fais un petit salut. Il y a certaines personnes qui sont en doctorat et qui sont encore plus isolées, mais qui écoutent ce podcast. On m'a dit une fois, c'est comme si j'avais un rendez-vous mensuel avec un séminaire virtuel. C'est vraiment des gens qui disent, là, ça me permet de découvrir d'autres chercheurs, d'autres chercheuses. Donc vraiment, je sais que c'est pas la majorité des gens qui m'écoutent, qui sont chercheurs et chercheuses, parce que sinon, ça ferait... Il y en a quand même pas mal, mais moins que les auditeurs et auditrices, parce qu'en général, les gens qui écoutent sont des gens qui sont juste passionnés d'histoire. Mais donc, un petit coucou à tous les gens qui nous écoutent, qui font des recherches. Vous n'êtes pas tout seul. Et j'aime bien justement avec Passion médiéviste de dire, ça peut peut-être donner des idées, des outils pour discuter, comme se tenir au courant de l'historiographie chaude. On m'a dit ça aussi pour parler du podcast. Et à contrario, est-ce que tu as eu dans tes recherches des bonnes surprises ? Oui, alors malheureusement certaines que je ne pourrais pas parler pour des questions purement scientifiques de fin de thèse, évidemment. Garde la confidentialité. Mais oui, non, des bonnes surprises, on va dire des bonnes surprises majoritairement effectivement sur des gens, des rencontres, etc., qui effectivement font avancer une thèse ou rendent certaines sources plus accessibles, etc. Vraiment, ça oui, on a ça des bonnes surprises bien sûr, mais surtout effectivement des bonnes surprises de sources. Moi je le dis toujours dans mes recherches, je suis à une source de tout changer en fait. Il me suffit, je pense au Bray par exemple, il m'a fallu d'une source iconographique, d'une enluminure, pour passer toutes mes hypothèses que j'avais en affirmation. Donc parfois on est vraiment à une source de changer une datation complète de 100 ans, etc. Donc des bonnes surprises dans ce sens-là, ouais, j'en ai eu pas mal, même trop d'ailleurs. Et ça fait toujours effectivement tout réfléchir de zéro sur certains sujets, donc c'est autant bénéfique que parfois un peu rageant. Ouais, donc j'imagine que tu travailles toujours avec la peur que peut-être d'ici 10 ans, tout ton travail soit à refaire en fonction des nouvelles sources qui ont été trouvées. C'est le jeu. Là-dessus, c'est pas spécialement une peur, ça il faut l'accepter. Effectivement, quand on fait de la recherche, et je pense surtout la recherche historique, il faut effectivement admettre que potentiellement, même pas dans 10 ans, potentiellement dans 6 mois, effectivement, une nouvelle source sorte et effectivement remettre en question, peut-être pas tout mon travail, mais remettre en question certaines parties de mon travail, ouais. Donc ça veut dire, et ça c'est intéressant aussi de le redire, il y a toujours des sources à découvrir pour l'histoire médiévale, c'est-à-dire qu'ils sont, tu parles d'enluminure, donc peut-être des manuscrits qui ne sont pas étudiés, qui sont un peu dans un coin, ou alors des nouvelles découvertes archéologiques, on peut toujours découvrir et apprendre de nouvelles choses sur le Moyen-Âge. Je confirme. Là-dessus, moi, je peux difficilement donner des exemples très concrets dans ma thèse parce que moi, dans mon cas, ils sont assez secrets encore pour l'instant, mais je prends l'exemple de Nathanaël Dosres qui, lui, a eu un exemple comme ça très concret, un heaume du XIIIe siècle qui fait avancer les datations de heaume de 100 ans parce qu'il était dans une collection privée en Pologne, je crois, de mémoire, ou en Autriche, je sais plus, et fait que du coup, ce casque, quand il allait l'étudier, effectivement, remet en question tout ce qu'on pensait savoir sur les typologies de casques du XIIIe siècle. Et je m'avance un petit peu et rapidement, mais est-ce qu'on peut dire qu'avec un objet, on peut faire une généralité ? Un objet peut vraiment tout changer ? Alors, c'est deux choses différentes. Faire une généralité, non, surtout d'un objet, parce qu'on a beaucoup, et ça on le voit beaucoup, moi je le vois pas mal dans mes recherches, le fait qu'on a ce qu'on appelle des unicums. Les unicums, c'est un objet qui peut être en avance sur une datation. Une personne à l'époque qui a décidé de faire un truc en particulier, ça représente pas la généralité, mais voilà, ça arrive. Mais pour autant, il faut quand même les étudier, faut pas les mettre de côté, surtout quand on est chercheur. Mais par contre, effectivement, on peut pas faire de généralité, mais pour autant, ça peut remettre tout en question sur des datations, effectivement. Ça, oui, effectivement... C'est au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas, et surtout que là, je parle en tant que chercheur, mais en tant que reconstituteur, j'aurai un discours complètement différent, qui est de dire, quand on fait de la reconstitution scientifique, le but étant de représenter une époque. Donc, on va plutôt chercher le cas général, plutôt que d'essayer de reproduire un cas très spécifique. Donc là-dessus, effectivement, moi, en reconstitution, j'essaye d'éviter le plus possible les unicums, justement, et ce genre de choses qui sont assez particulières, parce que pour éviter de présenter une vision de la période qui est fausse.
Oui, on est sur une envie de vraisemblance, effectivement. Exactement. Bon alors, là on l'a dit, tu es en train de rédiger ta thèse, donc tu t'approches un petit peu vers la fin. Est-ce que tu as déjà commencé à penser à l'après-thèse ? Bien sûr. Alors déjà parce que c'est ma mentalité de toujours penser à ce qui va se passer après, mais même en dehors de ça, avec ma directrice de thèse, effectivement, étant à plus ou moins 6 mois de la fin, donc Valérie Toureille, oui. Avec Valérie Toureille, effectivement, que je salue, il est évident effectivement qu'en dernière année, on commence à réfléchir à ce qui va se faire après. Donc moi, dans mon cas, il y a plein de choses. J'aimerais beaucoup faire un contrat postdoctoral sur un sujet qui est déjà bien défini. Moi, à côté, je fais aussi une auto-entreprise aussi de reproduction d'objets médiévaux, donc plutôt des ceintures, des fermailles, etc., ce genre de bijoux que je fais à côté. Alors pour l'instant, j'ai pas le temps, mais après la thèse, peut-être développer ça aussi. Travailler plutôt dans le côté muséal m'intéresserait pas mal aussi, je vais pas mentir, ça va dépendre aussi des opportunités. En sciences humaines et sociales, les opportunités de travail après la thèse sont quand même assez compliquées, on va pas se mentir, surtout sur des sujets très spécifiques comme ça. Donc je me ferme aucune porte, mais j'ai quand même quelques idées déjà de quoi faire après. Et en tout cas, tu as déjà commencé, et ça s'entend clairement dans ton discours, que tu as déjà commencé à travailler sur la vulgarisation de ton travail parce que tu as un compte Instagram, c'est ça, où tu parles de tes recherches. Exactement, alors qui complète avec plein d'autres choses que je fais à côté, parce que je fais aussi de la médiation culturelle aussi à côté, de différentes façons. Mais oui, effectivement, mon compte Instagram permet de vulgariser pas mal de choses, de partager aussi. Donc que ça soit plutôt le côté universitaire, chercheur, et aussi le côté reconstitution, j'y parle de plein de sujets, parfois liés à la reconstitution, parfois plus liés à l'histoire de façon générale, mais celui qui, on va dire, qui a mieux fonctionné sur mon compte Instagram, c'est quand même les différentes teintures médiévales. Oui, sur les couleurs, différents posts parlent des couleurs. J'insiste vraiment sur les teintures parce que on généralise trop facilement les couleurs à l'époque médiévale, alors que la teinture ne se travaille pas du tout comme la peinture, par exemple. Donc du coup, avec des usages différents, etc. Et même parfois des ingrédients différents. Mais oui, la teinture, effectivement, on en entend souvent beaucoup de choses. On lit parfois aussi pas mal de choses sur les teintures à l'époque médiévale qui sont très souvent fausses, même venant d'historiens, etc. Donc j'ai essayé en me basant sur les travaux d'une historienne praticienne, pour le coup, qui elle travaille la teinture, Dominique Cardon, qui est une chercheuse exceptionnelle. Et donc du coup, en complétant ces travaux qui sont très généralistes sur l'histoire de la teinture avec mes sources médiévales, j'ai essayé de vulgariser, de débunker pas mal de choses qu'on pense sur les couleurs médiévales, et ça a manifestement pas mal plu. Donc cool. Ton compte Instagram, on rappelle, c'est quoi ? Donc du coup, c'est charlesbricou.med, donc nom prénom .med, voilà, c'est assez simple. Et donc tu as donné pas mal de noms d'historiens, d'historiennes et tout ça. Est-ce que peut-être tu pourrais nous conseiller une lecture générale ? Alors tu as dit, il manque des choses, mais est-ce qu'il y aurait déjà une lecture générale pour en savoir plus sur les vêtements ? J'ai un livre sur ça qui va plus être axé autour de la méthodologie dont je parlais du puzzle, mais qui du coup a une petite partie sur les vêtements, mais globalement c'est de l'histoire de l'objet médiéval. Ça s'appelle Le quotidien au temps des fabliaux, par Daniel Alexandre Bidon et Marie-Thérèse Lorcin, donc respectivement une historienne et une archéologue, qui sont à ma connaissance les premières à avoir théorisé la méthodologie dont je parlais de croisement des sources pour l'histoire de l'objet, et elles ont fait un livre qui est excessivement accessible, qui est pas très cher, aux éditions Picard, et vraiment ce livre c'est une claque historique pour moi, une claque scientifique, clairement, et aussi un livre extrêmement accessible. Je l'ai conseillé à plein de reconstituteurs qui ont dévoré le livre de façon excessivement rapide, même des gens qui ne lisent pas beaucoup, parce que le livre se mange très bien, j'ai même envie de dire, il se mange bien, et clairement, il est très très accessible, donc celui-là, vraiment, c'est une belle découverte, je pense, pour beaucoup de gens. De toute façon, je mettrai comme d'habitude la référence sur mon site passionmedieviste.fr avec l'ensemble des références que tu as mentionnées, Charles. Bon, alors pour finir, j'ai une question très spécifique. Parce que des fois, je pose des questions sur les conseils pour les jeunes doctorants et tout ça. Mais vu ton sujet, je me suis dit j'avais une question un peu particulière. Est-ce que tu aurais des conseils de compagnies de reconstitution, parce que c'est souvent, on l'a vu dans le podcast avec Provin, donc des compagnies de reconstitution, des groupes, des compagnies à suivre qui font pour toi du bon travail de reconstitution avec les vêtements et qu'on peut retrouver peut-être parfois dans des festivals, dans des médiévals partout en France ? Tu veux que je me fâche avec des gens, c'est ça ? Non, je veux que tu dises ce que tu aimes bien. J'ai pas dit dis-moi ce que t'aimes pas. Oui, mais indirectement, dire ce que j'aime bien, c'est ne pas dire ce que je n'aime pas. On peut pas citer tout le monde, bien voyons. Sûr. Non, mais du coup, je vais tricher un petit peu. Je vais plutôt faire une recommandation multiple avec une seule source. Et ça, c'est pas mal. Je vais conseiller aux gens d'aller suivre le compte Instagram, même le compte Facebook de Baris Photographie. Oui, il est super. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Qui est, à mon sens, et pour beaucoup, le meilleur photographe de reconstitution qui existe. Et en plus, il est français, Cocorico. Et ça s'écrit B-A-2-R-Y, c'est ça ? C'est ça, avec apostrophe S et photographie derrière. Et il va chercher les meilleures troupes de reconstitution de chaque période, donc quand même de la préhistoire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Wow. Les meilleures troupes pour pouvoir les photographier. Donc déjà, les comptes sur les réseaux sociaux sont juste incroyables à regarder, c'est vraiment magnifique. Et en plus de ça, il a sorti en fin d'année 2024, c'est ça, un super livre qui s'appelle donc Reconstitution, écrit par Martin Bostal avec les photographies de Baris Photographie. Et en fait, c'est un livre qui du coup, pour le coup, là est une super recommandation aussi
aussi de livre parce que le texte est très accessible, ça explique l'histoire de la préhistoire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, avec un côté très reconstitution du coup, parce que les photos sont de reconstitution, et donc du coup voilà, c'est mis ensemble. Ce livre est super parce que ça permet du coup de voir toutes les troupes de reconstitution françaises et pas que, qui font un super travail sur les vêtements, et en plus de ça, ça permet d'avoir un livre qui est très accessible sur l'histoire, donc Reconstitution aux éditions Ouest France, qui est incroyable. Ah, tu as bien détourné ma question, mais est-ce que tu fais partie d'une troupe de reconstitution peut-être ? Oui, alors je peux citer celle chez qui je suis, effectivement, il y en a deux. La première, c'est donc De Gueules et d'Argent, qui est une association savoisienne qui représente l'entourage d'un petit seigneur savoisien autour de 1200, donc fin 12e, début 13e siècle. Donc voilà, donc là on est sur un côté un peu plus rural et militaire, entre guillemets, qui fait des super événements de reconstitution. Et la deuxième association chez laquelle je suis, c'est Curia Henricus Cinque, donc la cour du comte Henri V du Luxembourg. Donc là on est au milieu du XIIIe siècle, et donc c'est une association, là on est beaucoup plus dans le luxe de l'époque, donc voilà, on essaie vraiment de représenter la curie d'un comte au milieu du XIIIe siècle, donc vraiment tout l'entourage, quoi. Donc si on voit vos noms dans des festivals, c'est plutôt bon signe pour aller vous voir, quoi. Bien sûr, là-dessus, c'est se jeter des fleurs soi-même, mais dans l'idée, effectivement... C'est un podcast avec toi, hein, donc on en profite. En tout cas, la démarche scientifique de ces associations, et clairement, là-dessus, je les valide complètement, parce qu'effectivement, on a des visions... moi, je suis pas par exemple, dans De Gueules et d'Argent, je suis pas du tout dans le bureau de l'association, mais effectivement, les démarches scientifiques, il y a aussi Nathanaël Dosres, qui est aussi, donc lui, pour le coup, président de cette association, De Gueules et d'Argent, et effectivement, on a tous une vision commune de la démarche scientifique rigoureuse, donc effectivement, c'est assez intéressant, ouais. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur le vêtement civil à la fin du Moyen-Âge. Peut-être que finalement, je vais renommer cet épisode au Moyen-Âge central, parce que j'aime bien le Moyen-Âge central. C'est vous qui le verrez, parce que là, l'épisode sort dans longtemps. Donc, merci beaucoup, Charles Bricou, et bonne continuation pour tes recherches. Peut-être un livre bientôt sur tes recherches. Est-ce que tu as commencé à y réfléchir ou pas encore ? Oui, c'est en réflexion. Je ne sais pas quand ni comment. J'ai déjà des idées, mais là c'est vraiment trop tôt pour en parler pour l'instant. S'il y a des maisons d'édition qui sont intéressées, ils peuvent te contacter. Ah oui, complètement, effectivement. Ils peuvent m'envoyer un message et je te transfère, il n'y a aucun souci. Bon, on sait jamais parce que je sais que ça arrive parfois. Donc merci beaucoup. Et auditeurs, auditrices, donc je l'ai dit, vous le savez, c'est bon. Est-ce que j'ai besoin de le dire ? Mais oui, je vais quand même le dire quand même. Vous le savez, donc il y a un article qui accompagne cet épisode, qui est sur mon site passionmedieviste.fr, avec des recommandations de lecture, mais aussi on vous mettra des photos de reconstitution, on vous mettra même des photos des sources que travaille Charles, ça vous intéressera peut-être. Et je vous renvoie encore vers l'épisode 98 que j'avais fait avec Léa Flouic sur l'habit masculin carolingien, c'était encore plus spécifique, donc si vous voulez savoir un peu plus les différences pour le haut Moyen-Âge, pour résumer. Et si vous voulez écouter d'autres podcasts, je vous conseille aussi d'écouter mes podcasts Passion Moderniste et donc Passion Antiquité, dont on a déjà parlé dans l'épisode. Vous pouvez retrouver Passion Médiéviste sur les différents réseaux sociaux. Actuellement, je suis plutôt sur Blue Sky et Instagram et même Facebook. Allez voir aussi, je sais qu'il y a encore des gens qui sont sur Facebook. Pour finir l'épisode, j'ai des remerciements à faire. Je tiens à remercier les mécènes du podcast parce que, le saviez-vous ? Je sais que je le dis à chaque fois, mais il y a encore des gens qui me disent « Ah, si je veux t'aider, comment est-ce que je peux faire ?» Alors, je le dis souvent, mais déjà, vous pouvez m'aider en parlant du podcast autour de vous, en conseillant le podcast, parce que découvrir des podcasts, c'est un peu compliqué parfois parce que ça dépend des applications, ça dépend des algorithmes. Alors, aidez-moi à faire du conseil humain, parler du podcast autour de vous. Ça m'aidera déjà beaucoup. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit. Et si jamais c'est possible pour vous et que vous avez envie, sachez que vous pouvez me soutenir financièrement. À partir de quelques euros par mois, vraiment, ça m'aide. Maintenant, je vis à moitié de mes podcasts grâce à vous, grâce à votre soutien. Donc ce mois-ci, je tiens à remercier les personnes qui ont soutenu le mois d'avant. Donc en plus de Sophie que j'ai citée au début, je tiens à remercier Laurent, Yann, Zoé, Laura, Jessica, Christine et Thibaut. Merci énormément. Et si vous avez envie de me soutenir vous aussi, donc toutes les infos sont sur mon site passionmedieviste.fr/soutenir. Sachez que grâce à vous, il y a plein de personnes qui ont pu travailler avec moi sur cet épisode. Parce que des fois, quand j'ai pas beaucoup de temps, c'est-à-dire que je suis prise par d'autres missions, je délègue certaines choses. Donc je tiens à remercier Baptiste Mossière qui a fait le montage de l'épisode. Je tiens à remercier Alizé Rodriguez qui a fait l'article qui accompagne cet épisode. Je tiens à remercier Juliette Brocal, alias Cylindrique, qui a fait l'illustration de cet épisode. Allez voir ce qu'elle fait sur Instagram, c'est vraiment fou. Et tiens, au passage, je remercie toujours Clément Nouguier qui a fait le générique et qui a fait les différents génériques de Passion Médiéviste. Donc encore merci à lui. Et dans le prochain épisode de Passion Médiéviste, on parlera d'un sujet très différent. On parlera de l'encens et des encensoirs au Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est les encensoirs ? Vous le saurez dans l'épisode 112. Allez, salut, ciao !
Faut partir maintenant. L'épisode est fini. Si, si, je vous assure, il est fini. Allez. Ciao, ciao. Aïe, c'est fini.